Bonjour à tous. Donc moi je suis la personne apparemment un peu rajoutée au dernier moment. Moi je suis donc François Mosset, agriculteur éleveur à Couëron. Donc je suis un agriculteur donc qui parmi les on va dire les 400 agriculteurs qui exploitent et entretiennent donc ce que vous avez sur l'écran, donc qui sont les marais estuariens pour environ de 15 à 20 000 hectares. Donc je vais être assez rapide parce que 10 minutes, il y a tellement de choses à dire. Donc moi, je suis né donc, en bordure de marais. Pardon ? Pointer sur les écrans. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc je suis né en bordure de marais, donc d'un petit village à la baie. Pour mémoire, donc ma maman, c'était mon anniversaire ces derniers jours, et comme chaque année, elle me rappelle que quand il y a 48 ans, quand je suis né, donc il faisait beau ce jour-là, et puis le problème, c'est qu'on ne pouvait plus rentrer. Quand on retourne à la maternité, la route était coupée, comme souvent dans ces villages donc en bordure de Loire. Et donc, voilà, pour la petite anecdote. Donc, il y a 15 ans, je me suis installé comme agriculteur, non pas sur la commune de Saint-Étienne, mais donc sur Nantes Métropole, sur Couëron. Donc, on va dire sur le Sillon de Bretagne, donc où se trouve mon siège d'exploitation. Donc là, je suis à, on va dire, 50-60 mètres d'altitude, donc je suis à l'abri des eaux. Mais donc, comme vous le voyez, donc, mon exploitation, donc, elle est extrêmement dispersée. J'exploite environ 150 hectares, environ une trentaine d'hectares autour du siège d'exploitation, et donc environ 120 hectares donc, dans différents lieux du Marais. J'ai un troupeau de vaches d'environ, on va dire, 160 animaux, pour environ 70 vélages par an. Donc mon activité, je vais simplifier, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mon activité, elle est assez simple, si on peut dire. Donc actuellement, toutes mes vaches sont autour de mon siège d'exploitation, sur les terrains d'hivernage. C'est le début des vélages. J'ai eu mon premier petit veau avant-hier. Les vélages vont s'étaler jusqu'au mois de mai. Donc progressivement, lorsque les veaux pourront accompagner leur mère, je vais les descendre au marais. Mais pour ça, je vais devoir attendre que les dernières grandes marées du printemps soient passées. Donc cette année, les dernières grandes marées, il y a des particulièrement grandes marées. Cette année, je pense à la fin mars, il y a une 118. Donc je vais forcément attendre après la fin mars que les eaux soient retirées pour descendre toutes donc, les vaches et veaux donc, dans les prés de marais. Et donc cette descente des animaux va s'effectuer à l'été. Tous mes animaux qui sont aujourd'hui là seront rendus dans le marais. Et donc ils vont y rester jusqu'à l'automne, où je vais les remonter donc à partir du mois d'octobre-novembre. Donc moi je fais un petit peu la transhumance à l'envers. Je descends les animaux au printemps et je les remonte à l'hiver. Voilà. Donc ça, c'est un travail au printemps et à l'automne. À l'été, eh bien, mon gros boulot, c'est de la fauche, récolter l'herbe, récolter le foin, ce que je vais faire dans la partie, on va dire, intermédiaire du marais, dans les prairies, dans les prés de vallée, comme on appelle. Donc, déjà, sur ce schéma, on voit qu'il y a une espèce de gradient là, dans la partie inondable. On peut distinguer différents types de zones. On va dire le marais en bas de coteau, flanc de coteau, les prés de vallée et les prés d'île. Oui, alors... Donc, j'ai quelques diapos, et on va y revenir, excusez-moi. Donc ça, c'est pour mon activité, donc une activité un peu spécifique d'exploitant de marais. Et je pense qu'on pourra y revenir sur la spécificité des agriculteurs. On est un peu différent du reste des agriculteurs du département, de par notre activité, de par notre façon de faire, notre façon de nourrir nos animaux, exclusivement à l'herbe, notre nécessité d'avoir des sièges d'exploitation éloignés des terrains qu'on exploite, parce qu'on ne peut pas être au milieu de la zone inondable. Enfin, un certain nombre de choses qui nous caractérisent, quoi. Je voudrais revenir déjà maintenant. Alors on m'a demandé de vous parler un peu du fonctionnement du marais. Oui, alors si je vais à l'envers, excusez-moi, je suis pas très fameux. Ouais, alors, je voudrais revenir à la première diapo. Voilà, donc on voit toute la zone inondable, donc toutes les prairies, enfin ce qui est l'I majeur de la Loire finalement.
Donc, pour vous signaler une chose qui est intéressante sur ce graphique, qui va permettre d'expliquer d'autres choses, c'est que la zone inondable de la Loire, une différence de niveau de pas grand-chose, ça fait beaucoup de différence dans l'exploitation du terrain. Et là, dans ce qu'on peut voir, donc, si on se réfère à la cote 2,70 m, on voit que les bords de Loire sont un peu plus hauts que les zones en flanc de coteau. Et donc les zones à flanc de coteau sont en quelque sorte comme des cuvettes. Des cuvettes. Donc quand l'eau déborde un peu trop, eh bien, elles remplissent la cuvette et il y a des difficultés à vider la cuvette. Et donc c'est tout le jeu de la régulation hydraulique et du travail donc, du syndicat de marais. Donc on voit bien donc, sur cette zone, donc, la partie donc, un peu plus basse correspond, alors si je vais un peu plus loin, donc à la zone donc, de régulation, de champ d'action des syndicats de marais, notamment celui dans lequel j'exploite, le syndicat de marais de Saint-Étienne-Couëron, donc qui représente pour cette partie-là environ 3000 hectares. Donc on gère le niveau des eaux. Et ça me donne l'occasion de présenter Nadia. Donc Nadia qui travaille pour le compte des différents syndicats de marais Nord-Loire, tous ceux qui apparaissent ici, et qui a une mission un peu transversale pour définir les travaux qu'on doit effectuer chaque année et puis surveiller leur mise en œuvre, quoi. Donc si vous avez des questions là-dessus, je laisserai à Nadia le soin d'y répondre. Donc je fais partie par ailleurs du syndicat de marais de Saint-Étienne-Couëron. On est une douzaine d'exploitants à se réunir de temps en temps pour définir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, quelle écluse on va réparer cette année, quel bout d'étier on va curer, enfin ce genre de choses, quoi. Je vais m'attarder un peu sur le fonctionnement du marais. Donc le marais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une cuvette dans laquelle arrivent les eaux du flanc du sillon de Bretagne et donc il y a 3 entrées-sorties d'eau. En ce qui concerne donc le marais qui nous intéresse, de Saint-Étienne-Couëron, il y a 3 entrées d'eau. Donc, ce sont les entrées des principaux canaux. Il y a le canal de Darro, le canal de la Musse et l'Étier de Verre, qui sont les 3 entrées-sorties d'eau. Et donc, chaque entrée, on peut la symboliser comme ça, hein. C'est un peu comme un poumon, hein. C'est pas de l'air, mais c'est de l'eau qui rentre, hein, et qui va irriguer chacun des petites parcelles de marais que j'exploite et puis qu'on exploite. Donc il y a à l'entrée de chaque canal donc une grande écluse avec tout un tas d'écluses secondaires voire tertiaires. Donc le syndicat de marais, lui, il a pour mission de s'occuper du réseau primaire, voire secondaire, donc les principaux canaux et les principales écluses. Et donc pour bien comprendre, donc, je vais insister un peu, mais la Loire, donc elle a un marnage, une différence de niveau d'eau assez importante, hein. Ici, elle est probablement de 5-6 mètres, je pense, le marnage à ce niveau, au niveau de l'entrée des principaux canaux. Et donc, ce qui permet, selon l'heure de la marée, de faire rentrer de l'eau ou faire sortir de l'eau dans le marais. Donc, voilà. Donc, nous, en tant qu'exploitants, on essaye de faire sortir au maximum l'eau l'hiver pour pas que les terrains soient tout le temps inondés. On essaie de faire rentrer de l'eau l'été pour faire pousser l'herbe et pour abreuver les animaux. Donc, on essaye de maintenir un équilibre, quoi. Voilà, mais bon, je pourrais rentrer dans le détail, ou Nadia, si vous avez des questions, parce que je crois que 10 minutes, ouais, c'est bon, encore. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, ma vision de la Loire, moi, je souhaite un équilibre de la Loire. Il faut que la Loire elle fonctionne. J'ai besoin de marais en tant qu'exploitant dans le marais. J'ai besoin que l'eau m'apporte des alluvions, hein. On est sur ce qu'on appelle des terrains d'alluvions ici. Donc, si j'ai de la bonne herbe, c'est parce que l'eau de la Loire m'amène des fertilisants, des éléments minéraux, enfin tout ça. Mais en même temps, moi, je veux pas une Loire trop violente, hein. J'aime pas quand la Loire, au lieu de m'amener gentiment donc des éléments minéraux, elle m'amène des couches de vase, par exemple. Ça arrive régulièrement. Là, ça me pose un gros souci. Parce que j'aurai des photos, mais par exemple en 2010, la plupart des terrains que j'exploite alors si je retourne, par exemple là sur cette carte, j'avais une centaine d'animaux sur une 50aine d'hectares là.
En octobre 2010, je me suis retrouvé à mi-botte avec de la vase et mes animaux obligés de les rentrer en catastrophe. Simplement, alors bon, ça pose tout un tas de questions, mais vous êtes plus familier que moi, j'imagine. Le problème du bouchon vaseux, par exemple. Le bouchon vaseux, bon, c'est pas récent, mais enfin, c'est pas si ancien que ça. Hein. D'après les anciens exploitants, quand ils m'en parlent, ils me disent dans les années 70, tout ça. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes de vases sur les prés en bord de Loire et ce genre de choses, et ça continue, quoi. Bon, alors, la faute à qui? Bon, peut-être des aménagements, peut-être la chenalisation, peut-être, j'en sais pas trop, moi j'ai pas, mais il est clair que lorsque au mois de septembre, octobre, avant les grandes marées, on voit l'eau un peu saumâtre en Loire, et puis qu'on voit éventuellement les bateaux de dragage qui passent, ce genre de choses, on est un peu inquiet, quoi. Alors, je dis pas que c'est les dragages, je dis pas, mais enfin, tout ça est on n'aime pas trop, en tout cas, quand l'eau de la Loire déborde et avec beaucoup de vases, quoi. Ça, c'est un problème. Donc, on n'aime pas les excès, quoi. Voilà, on n'aime pas les excès on n'aime pas non plus quand l'eau de la Loire est trop salée. Moi, j'ai la chance d'être dans un secteur où ici, les vaches, en général, peuvent boire l'eau de la Loire, ou plus ou moins directement, à part des épisodes parfois dans les étés où certaines bêtes ont un peu la chiasse, comme on dit, hein, parce qu'elles ont bu de l'eau un peu trop salée. Mais en général, il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'il y a des collègues plus en aval qui sont obligés de tirer des tuyaux d'eau, d'amener des citernes, etc. Et ça devient tout de suite très compliqué pour les animaux, quoi. Que dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire. La Loire, on ne veut pas que ça soit trop violent parce que nos entrées, là, si je me réfère mes entrées je parlais tout à l'heure, les entrées de canaux, là, et ben on a des gros soucis aujourd'hui de bordure, enfin est-ce que je vais y arriver? Non, excusez-moi. Oui, nos entrées des principaux canaux, là. Aujourd'hui, on a des soucis de plus en plus, c'est dégradé. Les lignes de rive, on perd énormément de terrain, ça devient... Alors c'est lié certainement à l'effet de marée, c'est peut-être au ressac des bateaux, enfin on ne sait pas trop, mais toujours est-il, bientôt il va falloir faire quelque chose, quoi, ramener des enrochements ou je ne sais pas. Alors après, tout un tas de questions, la charge de qui? Là tout le monde se renvoie la balle, que ce soit le port autonome, que ce soit l'État, enfin on ne sait pas trop, mais bon, il y a quand même un problème. Voilà, après... Bon, là, je vous fais part d'impressions comme ça, mais il y a peut-être... que dire? J'avais d'autres choses à dire, mais... voilà. Bon, je vais peut-être passer aux questions, mais... En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est une Loire tranquille, voilà. Je souhaite plus une Loire fluviale, on va dire, que maritime, quoi, en ce qui concerne mon activité d'exploitant, quoi. Et une Loire apaisée. Pas d'épisode violent. Alors là, il s'agit d'un marais. Il y en a plus que ça. Il y en a beaucoup d'autres dans la Loire, au Nord-Loire, au Sud-Loire. Et une question qui vient naturellement, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, c'est dans ces espaces, est-ce qu'il y a des conflits d'usage entre les différents pratiquants des marais? Alors notamment, il y a des endroits où, de toute évidence, comme en Brière par exemple, ces conflits sont assez tendus. Est-ce qu'on observe la même chose dans des marais qui sont plus proches de la métropole, entre les pêcheurs, les chasseurs, les agriculteurs, les éleveurs, et puis également les nouveaux usages qui se développent dans les marais, à savoir des usages de loisirs, quoi. Et sur quoi reposent ces conflits d'usage, notamment par exemple, il y a une question qui peut se poser à propos de la gestion du niveau d'eau dans les marais. Vous l'avez évoqué rapidement, et je pense que généralement, il y a un règlement d'eau, quoi. Comment fonctionne justement la gestion du niveau d'eau aux différentes saisons, quoi. Alors du coup, ça marche, je sais pas, vous m'entendez bien, ouais. Voilà, donc Nadia Sanskaza, qui est la coordinatrice du bassin versant Marais Nord-Loire. Donc, je coordonne 6 mètres d'ouvrage sur le territoire, sur des travaux. Donc là, ça rejoint vraiment mon programme de travaux. C'est comment concilier en fait l'exploitation agricole avec du coup la prise en compte de l'environnement. Juste quelques petits exemples rapides. Quand on restaure des ouvrages en fait pour l'exploitation agricole derrière, nous on impose de mettre ce qu'on appelle des fentes à civelles,
pour que il y ait une continuité écologique qui s'installe. C'est tous des travaux en fait sur la base de la concertation pour maintenir l'activité agricole et en même temps avoir une plus-value sur le côté biodiversité, environnement. Sur la partie règlement d'eau qui me concerne un peu plus, on a commencé nous des programmes de travaux en 2011. On est dans le cadre d'un CTMA, c'est un contrat qui est signé majoritairement avec l'agence de l'eau qui apporte des subventions, donc agence de l'eau, conseil régional et conseil général, un petit peu d'argent du FEDER aussi, de l'Europe, pour qu'on puisse faire ces travaux qui sont subventionnés à peu près à hauteur de 80%. L'objectif, c'est que ces financeurs-là viennent restaurer des ouvrages pour maintenir une activité agricole, maintenir une bonne gestion des niveaux d'eau, mais en contrepartie, effectivement, les agriculteurs doivent accepter ce côté continuité écologique qu'on installe sur les ouvrages. Et du coup, on a effectivement un règlement d'eau à mettre en place. Donc ça va être ma mission pour cette année parce qu'on avait 5 ans pour se mettre en conformité. Donc on va faire travailler un bureau d'études, moi à l'échelle de mon bassin versant et qui englobera du coup les ouvrages qui impactent le travail de M. Mosset. Ceci dit, donc règlement d'eau au jour le jour, donc pour la gestion, manœuvrer les différentes écluses, on avait un éclusier, le syndicat de Marais donc avait un salarié. On a quelques temps d'éclusiers aujourd'hui, puis c'est beaucoup des éleveurs aujourd'hui qui, plus ou moins bénévolement, vont activer les vannes. Et donc ça se fait un petit peu en fonction, on va dire un peu au jour le jour quand même, le niveau d'eau dans le Marais, quoi. On n'a pas de conflit d'usage avec les chasseurs. Je dirais qu'on a plutôt, en tout cas moi personnellement, pas beaucoup de concertation avec les chasseurs. Déjà le premier point sur mon exploitation, c'est mon principal propriétaire, le syndicat de la Basse-Loire des chasseurs. Qui me mettent plus ou moins gracieusement une partie des terrains à disposition, sous condition par contre de leur faire certains travaux, de fauche par exemple. Alors après, on n'a pas parlé de tous des problèmes invasifs aussi, les ragondins, les sangliers, etc. Donc heureusement qu'ils sont là, les chasseurs, parce que sinon, c'est déjà un gros problème, les sangliers. On pourrait parler longuement des sangliers dans les roselières en bord de Loire, et puis dans la façon donc ils labourent certaines prairies, ça devient, mais voir après qu'ils montent sur le site. Enfin bon, on pourrait en parler très longtemps. Donc on a besoin des chasseurs et on a une concertation. Voilà. En ce qui concerne, qu'est-ce que des autres, les loisirs. Les loisirs, les randonnées. Alors ouais, le Marais c'est une zone un peu particulière où il y a de temps en temps des vaches qui se promènent, qui sortent des prés, et on aimerait que nous, en tant qu'exploitants, que ça reste que quand il y a une vache qui est sur une route du Marais, qu'il n'y a pas tout de suite les gendarmes qui nous appellent. Bon, c'est un peu parce que ça arrive de plus en plus. Parce que vous avez vu sur le schéma de mon exploitation, les parcelles sont un peu dispersées. Et donc traditionnellement, quand on passe un troupeau d'une parcelle à l'autre, on l'envoie sur la route. Dans le Marais, c'est tranquille. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de promeneurs, de vélos, et que quand ils sont confrontés à un troupeau de vaches sur la route, 9 fois sur 10, les gens sont charmants, font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas toujours évident à gérer, quoi. Voilà. Et on a tous, en tant qu'éleveurs, parfois des petits soucis, des soucis et des expériences désagréables. Voilà. Oui, alors une deuxième question. Sur la gestion des inondations, en fait, on se demandait si le Marais jouait un rôle important dans la gestion des niveaux d'eau et notamment en lien avec le risque d'inondation. Est-ce que vous gérez aussi cela ? On gère le risque d'inondation dans une certaine mesure. Vous avez bien compris que les principaux sur le syndicat de Marais de Saint-Étienne, de Coëron-Saint-Étienne, donc il y a 3 grandes écluses qui gèrent les entrées d'eau. Donc elles gèrent jusqu'à un certain niveau. Lorsqu'il y a une grande marée avec un vent qui pousse l'eau dans l'estuaire, quand tout est cumulé, ça passe à côté des portes, ça passe par-dessus le bourrelet de rive, comme on dit. Puis ça va remplir la cuvette derrière, indépendamment des écluses. Et donc une fois que la cuvette derrière est inondée, ça va nous prendre quelques jours pour, à l'occasion des basses eaux, donc vider, quoi. Voilà.
Bien. Dans le prolongement, une petite question quand même supplémentaire, parce que les risques d'inondation, ils sont aussi au pied du sillon de Bretagne, l'écoulement des eaux. Ouais. Quand il y a des épisodes orageux un peu violents, c'est arrivé. Hein. Alors je ne sais pas si c'est produit côté Saint-Étienne-de-Montluc, mais plus haut sur le sillon de Bretagne, avec franchement des inondations importantes au pied du sillon de Bretagne lui-même. Et après, la question qui se pose, c'est la gestion, l'écoulement de ces eaux supplémentaires à travers les marais jusque dans la Loire. À cette époque de l'année, nous, de toute façon, les écluses, on cherche au maximum à les ouvrir. Donc toute l'eau qui arrive, par exemple maintenant, on veut qu'elle parte, on ne la retient pas, l'eau. Par contre, ça me donne l'occasion de dire quand même quelque chose d'important, et j'ai l'impression que dans des débats un peu métropolitains, on va dire, et pour avoir vu un débat autour du Péry, par exemple, récemment, où on a l'impression que les marais, c'est vu uniquement comme une espèce de vase d'expansion pour protéger Nantes. Moi, je ne le vois pas comme ça, le marais. Pour moi, j'ai envie que le marais, on puisse continuer à avoir des digues, à se défendre, enfin, de façon limitée, bien sûr. Les grandes marées, ça passera toujours, mais on veut pas être uniquement un vase d'expansion pour protéger Nantes. Si je peux dire, je préférais que la porte de l'estuaire se ferme un peu, voir que le chenal se colmate un peu, pour éviter les problèmes, plutôt qu'on ait tendance à ouvrir les portes annexes pour remplir les marais en cas de pépin. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà. C'est une chose que je voulais dire aussi. Dernière question. Est-ce que tout ça a des incidences sur la qualité de l'eau qu'on constate dans les marais ? La qualité de l'eau, alors ça c'est un grand débat, la qualité de l'eau, mais... Ça dépend des vaches. Les inondations ? Oui, mais compte tenu de l'urbanisation importante sur le flanc du sillon de Bretagne, ça a nécessairement quelques incidences sur la qualité de l'eau au pied du sillon de Bretagne. Pour en revenir par exemple aux inondations, c'est vrai qu'on a eu, moi je gère jusqu'à la Chapelle-Launay, donc Savenay, pour faire grossièrement, on a eu des épisodes d'inondation à Savenay. Ce qui se passe, c'est que forcément sur le sillon, il y a de plus en plus d'urbanisation, de plus en plus de superficies qui sont imperméables, sur lesquelles ça ruisselle. On a les cours d'eau qui prennent des volumes disproportionnés par rapport à leur gabarit d'origine. Donc tout ça, il y a ce qui arrive. Et tous ces cours d'eau-là, ils n'ont qu'un exutoire, c'est qu'ils passent dans le marais et qu'après, ils vont en Loire. Le souci pour l'évacuation au niveau du marais, c'est qu'on a la main pour l'évacuation qu'en fonction du coefficient de marée et de l'horaire de marée. Ce qui fait que si vous avez la marée qui pousse, on ne pourra pas évacuer l'eau. Il y a un ouvrage aussi sur l'écluse de Vers. Une fois que l'eau est passée par-dessus, il faut 3 jours pour que ça se ressuie. Donc soit on va en bateau pour essayer d'ouvrir les portes ou les clapets, soit il faut déjà qu'on attende que ça se calme pour pouvoir déjà commencer à vider le marais. Donc on n'a pas toute cette liberté-là non plus en gestion. Donc la qualité de l'eau, on voit qu'elle se dégrade quand même avec le positionnement du bouchon vaseux qui est nous centré sur Cordemais en été, donc on a quand même pas mal de rentrées. Donc pour en revenir aux petites passes à civelle qu'on met sur les ouvrages, ce sont des ouvrages qui sont réversibles, c'est-à-dire que à l'hiver on a une petite trappe qu'on enlève et donc il y a un trou grossièrement dans la porte, et à l'été pour éviter les entrées d'eau salée, parce que c'est pas le cas sur Saint-Étienne mais c'est le cas sur Lavaux, Boué, où c'est beaucoup plus sensible du coup au niveau du taux de sel. On a en fait des petites glissières sur le côté de l'ouverture et on vient remettre une tirette pour condamner. Parce que la remontée des civelles, on va dire novembre-avril, on a fait remonter toutes nos civelles. En été, le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, par ce trou-là, sinon on va faire rentrer énormément de vases dans les étiers, ce qui veut dire qu'on va être obligé de mettre une campagne d'entretien, de curage encore plus régulière, et le problème de l'eau salée qui va rentrer, et au niveau des bêtes, c'est pas possible pour les faire boire. Donc nous, sur Lavaux, moi je leur ai fait acheter une sonde en fait, parce qu'avant le problème c'est qu'ils avaient tellement peur de faire rentrer du sel dans les marais qu'ils faisaient pas forcément d'entrée. Ce qu'on appelle les entrées, c'est en été, on attend que le coefficient soit suffisamment important, marée montante, on ouvre la porte, l'eau rentre, on referme et comme ça on a remis un niveau d'eau dans le marais. Et là en fait ils ont une sonde qui plonge devant l'ouvrage, ils voient le taux de sel et ils savent s'ils peuvent faire une entrée ou pas, quoi. Voilà. Très bien. Une toute dernière question. Est-ce que là vous êtes concerné par les espèces végétales invasives ? Oui, bien sûr. Il y a alors, espèces invasives animales, donc on a cité le ragondin, l'écrevisse, le sanglier et d'autres.
Des oiseaux aussi. Le végétal, la Jussie, bien évidemment, quoi. Dans quelle proportion ? En fait, on a, donc moi, mon programme, c'est en partie la lutte contre la Jussie, qui est dans les marais pris en charge par la collectivité. Donc, dans les marais, il n'y a que le syndicat qui s'occupe des curages, des restaurations d'ouvrages, c'est leur territoire. La lutte contre les espèces invasives, ça a vraiment été vraiment montré d'utilité publique. Donc là, ce sont les collectivités qui injectent de l'argent pour la lutte. Ce qu'on a, nous, comme lutte, c'est uniquement de l'arrachage mécanique et de l'arrachage manuel. Pour ceux qui connaissent, il y a eu des tests en Brière d'envoi d'eau salée. Il y a eu un test aussi avec la Chambre d'agriculture sur de la Jussie qui est terrestre pour répandre un peu de l'eau salée pour la contaminer, pour l'éradiquer. Nous, on a la Jussie, on a l'élodée, on a toutes sortes, si on veut, toutes sortes de plantes invasives. Mais celle qui nous pose le plus de soucis, c'est la Jussie, parce que la Jussie, elle se développe donc par graines, parce que maintenant ça a été prouvé qu'elle se reproduit par graines, et par fragments. C'est-à-dire que vous coupez un petit bout de Jussie, une petite branche, s'il y a ne serait-ce qu'un petit nœud dessus, ça va refaire une plante. Et en 15 jours, si elle a des conditions suffisantes, en fait, elle double sa biomasse. Et le souci qu'eux, ils vont avoir, mais il va vous expliquer François derrière, c'est que la Jussie, ça développe tellement en fait de biomasse et tellement de réseaux racinaires. Déjà, ça tue toutes les autres espèces et ça prend aussi tout le volume dans la douve. Donc, eux, ils sont perturbés pour la gestion des niveaux d'eau. Aujourd'hui, la Jussie nous pose souci dans certains canaux où elle occupe tout. Voilà. Donc ça suppose de revenir plus régulièrement pour curer. On n'a pas encore le souci, sauf ponctuellement, comme ça peut être le cas en Brière, où la Jussie va rentrer sur les prairies et va remplacer l'herbe. Aujourd'hui, en tout cas dans les parcelles que j'exploite, dans les canaux, il y a déjà pas mal de Jussie. Il n'y en a pas trop qui arrivent à s'implanter sur les bordures.